Dernière partie sur l'art, j'ai eu un peu de difficulté à trouver 3 sujets, il y en a tellement, mais ceux-ci me paraissent assez stimulants et je vais en profiter en les évoquant pour répondre à quelques-unes de vos questions d'art. Peut-on convaincre autrui qu'une œuvre d'art est belle ? On peut facilement convaincre autrui de la nécessité d'une décision ou du bien fondé d'une position politique, par exemple. En revanche, il est moins aisé, on s'en aperçoit, de le persuader que les tournesols de Van Gogh ou le triptyque Nuages de Gerhard Richter, par exemple, sont des œuvres belles en elles-mêmes, surtout a priori s'il est complètement indifférent à ces œuvres d'art. Ainsi, parce que la beauté est sensible, et donc ce qui veut dire qu'elle n'est pas strictement rationnelle, parce qu'elle fait, c'est son intérêt d'ailleurs peut-être, l'objet d'un plaisir immédiat, parce qu'elle ne fait pas l'objet d'une réflexion, il semble difficile de produire ici les raisons pour lesquelles on trouve une chose belle, ou pire encore, pour lesquelles il faudrait impérativement qu'on estime que telle chose est belle, tandis que telle autre ne l'est pas. Il va être délicat de ce point de vue de susciter, de provoquer l'adhésion d'autrui à notre propre jugement. Cependant, lorsqu'on trouve une œuvre belle, Kant souligne bien que quand on dit « c'est beau », on ne dit pas « ceci est agréable », ce qui serait plus singulier, tandis que « c'est beau » a une prétention universelle. Donc lorsqu'on trouve une œuvre belle, on ne peut s'empêcher de vouloir que chacun la reconnaisse comme telle. On cherche alors spontanément à convaincre autrui de porter sur cette œuvre le même jugement que le nôtre, faute de quoi peut-être la beauté lui serait retirée. D'où le problème, évidemment, qui pointe ici, la beauté d'une œuvre, parce qu'elle est perçue, on ne peut pas faire autrement, à travers un plaisir esthétique. Je rappelle qu'en grec, esthésis, c'est la sensation, c'est donc un senti, un ressenti. Cette beauté artistique peut difficilement, semble-t-il, être communiquée, surtout si on attend ou on exige des preuves de cette communication de la beauté. Pourquoi ne peut-on pas s'empêcher, dans ce cas, de chercher un accord avec autrui sur ce que l'on tient pour beau ? La beauté d'une œuvre est-elle donc réellement incommunicable? Voici le problème qu'il faut creuser désormais. L'art n'obéit-il à aucune règle? Le terme art doit être pris au sens actuel, les beaux-arts, et non au sens ancien de la technique. Rappelons que c'est une des notions du programme de la classe de philosophie, et c'est surtout dans cette dimension esthétique évidemment qu'on l'entend, puisque selon certains sujets, la technique, qui est une autre notion du programme, ne se confond pas systématiquement avec ce domaine artistique. Ici, on voit bien dans le contexte qui nous est donné que c'est surtout cette production esthétique qui va faire l'objet de la réflexion. Ainsi, depuis le XVIIe siècle, on considère que l'art, c'est la création des choses belles, et la présence de cet art dans l'intitulé du sujet nous indique qu'on va s'intéresser certainement davantage au beau artistique qu'au beau naturel, lequel existe d'ailleurs indépendamment de cela. Règle dans ce sujet est le terme clé de l'intitulé. Les règles sont des conventions, ce sont des normes, des lois, bref, tout ce qui nous est imposé, j'allais dire en règle générale. Une règle, justement, est une formule prescriptive qui indique la voie à suivre pour atteindre une certaine fin. C'est un précepte, une maxime, qui indique la marche à suivre, le procédé méthodique, pour aboutir à un résultat. Alors ici, le résultat, évidemment, c'est l'art. On voit donc que notre sujet concerne surtout le problème de la création artistique et non pas celui du jugement esthétique. En effet, reprenons le problème, tentons de le décrypter. Si obéir signifie se soumettre, le problème, ici, est celui de la création esthétique. Pour être artiste, sous-entendu, faut-il suivre un mode d'emploi? Faut-il suivre des prescriptions? Ou au contraire, y a-t-il une sorte de spontanéité créatrice qui serait sans loi et donc, on le comprend, impossible à conceptualiser? Ce qu'on appelle peut-être d'ailleurs justement l'inspiration ou le génie. Alors ce problème important ouvre aussi à la question de savoir si on peut apprendre à être artiste. Après tout, on peut apprendre des règles. Pourquoi n'apprendrait-on pas les règles de production du beau? Comment apprend-on des savoir-faire pour devenir technicien? Ou au contraire, est-ce que la création esthétique est d'une autre nature? Alors, on remarquera, pour terminer, dans l'intitulé, il faut être attentif aux libellés, et tous les mots ont leur importance, la présence de aucune dans notre sujet. Alors, il suffirait de montrer sous cet angle que l'artiste suit ne serait-ce qu'une seule règle pour pouvoir répondre négativement à la question. La question est justement de savoir s'il faut répondre négativement ou pas.
Une œuvre d'art peut-elle être laide? On notera au passage la dimension assez provocante de cet intitulé, mais la provocation n'empêche pas de penser en philosophie, c'est même souvent l'inverse. Alors le propre de l'art, rappelons-le, est de transfigurer le réel, ainsi une authentique œuvre d'art, quel que soit l'objet représenté, nous met en présence de la beauté pure, notamment en visant une forme de perfection qui caractériserait l'objet ou la nature qu'elle dépeint. Nous éprouvons devant cette œuvre le sentiment, précisément, que rien ne peut être changé sans la déprécier ou sans la dénaturer. De ce fait, le beau nous entraînerait vers une satisfaction absolue qui ne pourrait être comparée à nul autre, d'où son intensité, d'où l'émotion qui nous étreint. Cependant, certaines œuvres ne nous procurent pas toutes une telle impression, soit qu'il nous soit impossible de nous détacher de ce qui est représenté, soit qu'elle serait inaboutie en elle-même, voire manquée, soit encore que la finalité qui est recherchée par les auteurs de ces œuvres ne soit pas la beauté. Baudelaire s'est complu, faut-il le rappeler, à dépeindre le charme de la charogne dans ses poèmes. Alors, comment comprendre cet état? Cela veut-il dire que de telles œuvres ne relèveraient pas, du coup, du concept de l'art, au sens strict des beaux-arts, c'est-à-dire les arts du beau, classiquement entendu comme une réalité absolue, ce beau, qui serait indépendante des choses, elles-mêmes communément appréciées comme étant belles? Cela veut-il dire, autre question, que ce serait l'artiste seul qui porterait en lui le sentiment du beau, un sentiment qu'il s'efforcerait d'incarner dans l'œuvre, indépendamment de toute norme admise, mais, la question est surprenante, sans que nous soyons toujours nous-mêmes en mesure de le comprendre. On terminera en disant que toutes les créations artistiques, évidemment, peuvent être belles, mais le sont-elles parce qu'elles relèvent strictement des beaux-arts, ou bien est-il envisageable qu'une œuvre soit au contraire laide, tout en pouvant en même temps, c'est le paradoxe, être considérée néanmoins et nonobstant comme une œuvre d'art? On voit que l'enjeu est à la mesure de cette question provocante. Alors l'erreur à ne pas commettre sur les sujets dédiés à l'art, c'est peut-être de se précipiter en voyant dans l'art une dimension uniquement positive, rationnelle, créatrice du beau, et occulter que l'art peut aussi nous diriger. On peut penser aux installations contemporaines, du côté de productions moins identifiables, peut-être plus provocantes, voire résolument assez hostiles, sinon répugnantes. Il y a aussi une production artistique qui prend en charge la dimension de l'horreur, voire de la putréfaction ou de la laideur, et c'est intéressant de réfléchir à ce qui se joue dans la contemplation d'œuvres vers lesquelles nous ne sommes pas spontanément appelés au nom de leur caractère agréable. Alors une idée intéressante à exploiter dans le domaine de l'art, en philosophie, c'est le statut de la mimésis. Aristote nous disait dans sa poétique notamment que la nature est achevée par l'art et que le plaisir, à son tour, achève l'art. Et il mettait en avant cette notion d'imitation, donc mimésis en grec. La fonction de l'art, pour Aristote, c'est de pouvoir reproduire le plus fidèlement possible la réalité, ce qui est. Et si la chose est bien faite, on peut penser à certaines natures mortes, par exemple, qui restituent assez fidèlement la réalité objective et matérielle, on en concevrait une forme de satisfaction qui serait proche du bonheur ou du plaisir esthétique. C'est ce plaisir esthétique que retrouverait, dit Kant, l'homme de goût, l'homo sapor, qui est dépeint notamment dans l'anthropologie du point de vue pragmatique. Hegel nous met en garde néanmoins quant au danger de cette mimésis, puisque si on cantonne l'art à cette notion, on en vient, dit-il, à rester dans un rapport de subordination de la copie au modèle. Or, dit-il, on serait dans le piège du trompe-l'œil et du simulacre. Hegel prend un exemple célèbre, c'est celui du peintre Zeuxis, qui peint des raisins si concrets, si réels, si réalistes, si proches de leur prototype originaire, que des pigeons, dit-on, viennent picorer la toile, croyant se repaître de raisins réels. Et voilà bien le danger, dit Hegel, qui fait que l'art doit se voir reconnaître une dimension beaucoup plus spirituelle que celle de la simple reproduction. Alors on évoque souvent en philosophie l'art dans sa dimension classique ou académique, on parle évidemment des règles des beaux-arts, on s'appuie sur des œuvres d'art, j'allais dire un peu datées, qu'on trouve dans les musées, ces œuvres dont a pu parler Malraux par exemple dans Les Voix du silence. Il faut savoir, et c'est intéressant d'ailleurs pour les dissertations actuelles, qu'il y a toute une mouvance de l'art, l'art contemporain,
l'art pour l'art, bon, l'art gratuit, qui remet en question ces anciennes normes, ces anciens credos. On peut penser à ce que fait Jeff Koons, par exemple, ou à l'arte povera, ou à ce qu'a pu faire Andy Warhol avec le pop art dans la mouvance des 70s américaines. Et on est là face à des processus, des procédés de déstabilisation du sujet, où en définitive, ce qui va importer, c'est moins la restitution d'une réalité qui précéderait et qu'il faudrait reconnaître, à laquelle il faudrait être conforme, que le goût, la subjectivité par laquelle nous donnons notre créance à ces apparences. Autrement dit, dans ces procédés artistiques contemporains, ce qui serait déterminant, c'est que ces œuvres d'art nous renverraient à la façon dont nous les appréhendons, et c'est ce qui serait remis en question par ces processus, parfois à la limite du malaise, mais qui sont intéressants à penser.